J'entre dans une première partie consacrée aux principes généraux de la réglementation de l'urbanisme. Première partie, donc les principes généraux de la réglementation de l'urbanisme. Je vais suivre dans ce cours, je vais suivre pour l'essentiel le plan adopté par le Code de l'urbanisme. Donc, quand vous ouvrez le Code de l'urbanisme, vous constatez qu'il s'ouvre sur un titre préliminaire intitulé Principes généraux, qui comporte 5 chapitres. L'un est consacré aux objectifs de l'État, participation du public, évaluation environnementale, conditions d'indemnisation de certaines servitudes. Je vais en oublier un qui est relatif à la participation. Et donc, je vais commencer dans un chapitre premier, je vais voir les objectifs du droit de l'urbanisme. Donc, le Code de l'urbanisme distingue des objectifs généraux. Ce sont des objectifs qui doivent garantir un urbanisme harmonieux, et puis les objectifs propres de l'État. L'État, nous sommes dans un État unitaire, l'État doit avoir moyen de faire passer dans l'urbanisme, dans les règles d'urbanisme, des règles qui lui paraissent essentielles, des projets qui lui paraissent essentiels. Il ne faut pas qu'une commune, au motif qu'elle est décentralisée, empêche le passage d'une ligne TGV, par exemple. Donc, je vois dans une section 1 les objectifs de la réglementation en matière d'urbanisme. Puis après, je verrai la possibilité pour l'État de faire passer ses projets. Donc, section 1, les objectifs de la réglementation en matière d'urbanisme. Alors, le Code de l'urbanisme fixe dans ses premiers articles les objectifs généraux de la réglementation de l'urbanisme. Ce sont les articles L101-1, L101-2, L101-3. Vous voyez, l'article L101-1 indique que le territoire français est le patrimoine commun de la nation. C'est une expression, ça, qui figure dans certaines lois, qui n'a pas une grande densité juridique. Parce que la question, hein, quand on a une règle dans un code, dans une loi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut obtenir quelque chose en s'appuyant sur cette disposition. Cette disposition, cette expression patrimoine commun de la nation, on la retrouve aussi dans l'article L110-1 du Code de l'environnement. Je le cite, les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Vous voyez, même expression. Donc il faudra voir quelle est la valeur juridique de cette disposition. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence. Ensuite, l'article L101-2 indique que l'action des collectivités publiques, c'est-à-dire de l'État, des collectivités d'État, de toutes les collectivités, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre un certain nombre d'objectifs que l'article énumère. Par exemple, l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain. Je vais voir que c'est un objectif essentiel, ça, éviter d'artificialiser des terres naturelles ou agricoles. Les besoins en matière de mobilité, la qualité urbaine, architecturale, paysagère. Voilà les objectifs, quelques-uns des objectifs, je ne vous ai pas donné tous, de la politique d'urbanisme. Objectifs en matière de mixité sociale aussi. Alors, en général, de telles dispositions qui fixent des objectifs n'ont pas forcément, toujours le même problème, une valeur juridique très forte. Cela étant, ce que l'on constate ici, c'est que le juge administratif accepte d'examiner, quand il est saisi d'un recours, que le texte qui est attaqué, par exemple un PLU, ne méconnaît pas ses objectifs. Je vous donne un exemple. Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 23 avril 2019, c'est la requête numéro 18 LY 019-16. Un propriétaire a introduit un recours contre la délibération qui approuve le PLU de la commune, c'est la commune de Ternay, et il soutient que cette délibération est contraire à l'article L101-2. La Cour administrative rejette le recours, ça c'est pas bon, en jugeant que l'ouverture à l'urbanisation de 2 petits secteurs situés à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de la commune n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, incompatible avec le respect du principe d'équilibre entre le développement urbain, il faut bétonner, et l'utilisation économe des espaces naturels, qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le requérant ici n'obtient pas satisfaction, mais la Cour administrative d'appel a accepté de vérifier
que ce projet d'ouvrir à l'urbanisation ne méconnaissait pas un des objectifs fixés à l'article L101-2 du Code urbaniste, celui de l'équilibre entre le renouvellement urbain, enfin la construction, et la protection des espaces naturels. L'article a donc une valeur juridique. Autre exemple, c'est toujours le même arrêt, je crois d'ailleurs, euh, la commune a créé dans son PLU une zone dans laquelle 100% des logements qui vont être construits sont des logements sociaux. Donc le requérant attaque en disant, bah non, c'est contraire au principe, à l'objectif de mixité sociale, qui est un objectif qui figure à l'article L101-2 et qui exige que toutes les populations soient représentées dans les différents quartiers. Et là, il dit, bah non, ça va être que des gens ayant des revenus modestes, puisque c'est 100% de logements sociaux. C'est contraire au principe de mixité sociale. La Cour administrative d'appel accepte d'examiner l'argument, mais elle ne le retient pas parce qu'elle le dit, comme dans l'affaire précédente, enfin comme dans l'argument précédent, que la mixité sociale, ça s'apprécie à l'ensemble, sur l'échelle du territoire, pas sur le quartier, ce qui peut d'ailleurs être contestable, mais c'est comme ça. Donc, c'est pas, la commune n'a pas imposé la construction de 100% logements sociaux sur son territoire, mais seulement sur ce territoire, sur ce quartier. Si on prend l'ensemble du territoire, bah, ce n'est pas 100% de logements sociaux, c'est peut-être 20, ou si la commune est soumise à la loi SRU, je verrai plus loin. Euh, mais ça s'apprécie sur l'ensemble du territoire. Autre point, je disais, euh, il existe désormais, depuis le début des années 2000, un document d'urbanisme qui est plus souple que le plan local d'urbanisme. Sommairement, je dirais que la carte communale, qui est ce document plus souple, peut se contenter de distinguer les espaces constructibles et les espaces non constructibles dans son territoire, alors que le PLU a un zonage beaucoup plus fin. Bon, la carte communale peut aller plus loin, hein, mais elle peut se contenter de cela. Donc c'est un document plus adapté aux besoins de communes rurales. Eh bien, la carte communale doit également respecter les objectifs qui figurent à l'article L101-2. Exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 octobre 2020, numéro 18 BX 03 468. Euh, Là encore, la personne, le requérant, soutient que la carte communale qui a été adoptée par la commune de Montsaguel, c'est en Dordogne, méconnaît le principe d'équilibre entre les constructions, l'urbain et le rural. La Cour administrative examine le moyen, donc ça a une valeur juridique, mais elle l'écarte. C'est vrai que le contrôle quand même est assez souple, hein. On obtient rarement une annulation. La commune a certes créé des cartes dans la carte communale des zones urbaines constructibles, mais c'est pour la volonté d'attirer une population nouvelle. C'est légal. Alors, en revanche, l'article L101-2 qui fixe les objectifs de la politique d'urbanisme n'est pas opposable à une autorisation d'urbanisme. Je verrai plus loin enfin tout au long du cours, qu'en droit d'urbanisme, il faut distinguer les documents d'urbanisme, PLU, carte communale, SCOT, auparavant POS, etc., et les autorisations d'urbanisme. Les premiers sont réglementaires, les autorisations d'urbanisme sont individuelles. C'est monsieur machin qui demande un permis de construire et qui l'obtient ou qui ne l'obtient pas. Eh bien, les objectifs de la politique d'urbanisme qui sont inscrits à l'article L101-2 du Code de l'urbanisme ne sont pas opposables à une autorisation d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander l'annulation d'un permis de construire en soutenant que ce permis méconnaît les objectifs de la politique d'urbanisme figurant à l'article L101-2. Ce n'est pas opposable. Ça ne veut pas dire que le permis ne doit pas respecter ces principes. Non, ça veut dire que le permis de construire doit respecter le PLU, si la commune en a adopté un, la carte communale, si la commune a choisi la carte communale, ou le règlement national d'urbanisme, si la commune n'a pas de document d'urbanisme et est donc soumise aux règles du code. Et c'est au travers de ce document que sera examiné le respect des objectifs de la politique d'urbanisme, mais pas directement par rapport à l'article L101-2. Euh,
voyez, ce principe que je viens de vous donner, les documents, les objectifs de la politique urbaniste figurant à l'article L101-2 ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme, ben vous en aurez un exemple d'application dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 septembre 2023, numéro 21 BX 03311. Alors, euh, à propos de ces objectifs de la politique d'urbanisme, je le disais tout à l'heure, je ne les ai pas donnés tous, hein, je n'ai pas dicté tout l'article L101-2, ce serait trop long, mais depuis une vingtaine d'années, parmi ces objectifs, il y a celui d'éviter la destruction inconsidérée d'espaces naturels et agricoles. C'est fréquent dans le débat politique. On dit, voilà, on artificialise trop, on construit trop, un département, la taille d'un département disparaît tous les 10 ans, etc., etc. Il faut lutter contre cette consommation d'espaces naturels et agricoles non construits et éviter qu'ils ne soient rendus constructibles. Éviter autant que faire se peut. Alors, ces objectifs donc, figurent dans le Code depuis une vingtaine d'années, mais ils ont été renforcés par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Alors, vous savez qu'à partir de 2018, il y a eu une crise importante en France qui est la crise des Gilets jaunes. Cette crise a été suscitée par la volonté du gouvernement d'augmenter considérablement ce qu'on appelle la taxe carbone, c'est-à-dire une partie des taxes qui pèsent sur l'essence, le gasoil, l'essence. Euh, alors, c'est une loi de 2015, une loi sur la transition énergétique qui avait prévu que serait imposée sur l'essence cette taxe carbone, à côté des nombreuses taxes hein, qui pèsent sur l'essence, une taxe carbone qui tient compte de la pollution générée par celui qui consomme de l'essence. Principe de facturation des externalités négatives, comme on dit. Et donc, cette loi de 2015 avait prévu une trajectoire en disant, voilà, la taxe va augmenter de temps, pour 5 ans, 10 ans, etc. Et en 2017, quand le président de la République, Emmanuel Macron, est élu, donc il décide d'accélérer cette trajectoire. Donc, il y avait une augmentation prévue, mais il décide de la rendre beaucoup plus effective, plus rapidement. Et donc, ça provoque des manifestations de personnes qui vivent dans la France périphérique, comme on dit, assez loin des centres-villes, qui ont quitté les centres-villes parce que le foncier était coûteux, parce qu'ils voulaient une vie haute, plus loin, et qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, parce que le travail est souvent dans les villes. Donc ces gens sont touchés de plein fouet par cette accélération du prix de l'essence. Ils utilisent leur voiture faute de transport en commun adapté. Et, et donc, il y a des manifestations importantes, le pouvoir est fragilisé. Et donc, pour sortir de cette crise, le président de la République organise des états généraux, puis ensuite une convention citoyenne. Une personne tirée au sort qui doivent réfléchir sur ce que l'on doit faire. Et alors, assez curieusement, alors, il y a cette convention citoyenne, et ensuite, le président de la République dit, ben voilà, la convention citoyenne, je prends 95% de ses propositions, et qui vont devenir la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Il n'a pas pris toutes les propositions, par exemple, la convention voulait réinstaurer le 80 km/h automatiquement, obligatoirement, or c'est déjà ça qui avait suscité des manifestations importantes au début du quinquennat. Donc là, le président dit, non, non, ça je connais, ça je ne fais pas ça. Mais dans la loi climat et résilience, une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat a été retenue, c'est celle de lutter contre l'artificialisation des sols. Et alors c'est étonnant d'ailleurs, hein, parce que je vous dis, euh, le mouvement des Gilets jaunes est enclenché par des personnes qui sont parties des villes pour habiter des maisons individuelles avec un jardin autour, auquel on peut faire un barbecue, et à qui on dit, attention, ça, il ne faut plus le faire. C'est un peu l'esprit de cette réforme. Alors,
Cette loi de climat et résilience de 2021 affiche un objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Il faudra que, en 2050, par rapport à 2021, il n'y ait pas eu plus de sols artificialisés. La loi définit ce qu'est l'artificialisation. C'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques, climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. C'est codifié à l'article L102, 101, pardon, -2-1. Jusqu'ici, le code, parmi les objectifs de la politique d'urbanisme, il y avait la lutte contre l'étalement urbain. Il est ajouté dans l'article L101-2 qu'il convient de poursuivre un développement urbain et rural maîtrisé. Donc, vous voyez, ça concerne également l'espace rural, qui consiste souvent dans les communes rurales à construire des maisons individuelles après la dernière maison, etc. Non, il faut lutter aussi contre l'étalement rural. Euh, la loi introduit également dans le code de l'urbanisme la notion de renaturation, parce que on va pouvoir atteindre cet objectif de zéro artificialisation d'ici 2050 en arrêtant de construire sur des sols naturels et agricoles, mais également en reconquérant des sols construits et qui ne sont plus utilisés, et en refaire des sols, ce qui coûte cher, naturels. Donc, c'est ce qu'on appelle la renaturation ou désartificialisation, qui est ainsi définie à l'article L101-2-1. La renaturation d'un sol ou désartificialisation consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. Alors, les collectivités territoriales pourraient se dire, bon, après tout, l'objectif de zéro artificialisation nette, c'est 2050, c'est pas aujourd'hui, mais la loi impose des obligations dès les 10 premières années, à compter de 2021. Dans les 10 prochaines années, le rythme d'artificialisation devra être réduit de moitié par rapport aux 10 années précédentes. C'est prévu, ça, à l'article L4251-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, les communes aujourd'hui, les communes interconnectées, sont soumises à l'obligation de ne pas artificialiser, de réduire leur artificialisation, pardon, de moitié par rapport à ce qu'ils ont fait les 10 années précédentes. Euh, alors, le Premier ministre a pris des décrets d'application de ces dispositions. Ce sont deux décrets du 29 avril 2022, 2022-762, 2022-763. Ces décrets notamment, définissent précisément ce qui est un sol artificialisé et un sol qui ne l'est pas. Euh, alors, vous irez voir ces décrets. Euh, et notamment, il y a une disposition qui a pu surprendre, hein, mais les terrains naturels autour des maisons, une maison avec 2000 mètres carrés de terrain, sont englobés dans les espaces artificialisés. C'est considéré comme des espaces artificialisés. Ça n'allait pas de soi. Pourquoi? Eh bien parce que l'idée, c'est de densifier les constructions dans les espaces déjà urbanisés. Une personne a une maison avec un terrain de 2000 mètres carrés, s'il détache 1000 mètres carrés de cette maison pour permettre la construction d'une autre maison, c'est toujours, il n'y a pas de réduction de l'artificialisation, c'était déjà un sol artificialisé, parce qu'on veut construire à l'intérieur de ce qui est déjà artificialisé. Ça peut aller d'ailleurs à l'encontre d'autres obligations, hein, parce qu'on cherche à lutter contre la chaleur excessive dans les villes, donc qui est de la verdure, c'est quand même plutôt une bonne chose. Alors, cette disposition
cette disposition, cette loi qui fixe l'objectif de zéro artificialisation nette, inquiète les élus locaux, parce que ça risque de les freiner dans leurs possibilités de développement. Ça peut avoir un effet aussi sur leur équilibre financier. C'est d'ailleurs pour ça que le sénateur Jean-Baptiste Blanc a rendu un rapport d'information sur les outils financiers pour soutenir l'atteinte de l'objectif de zéro artificialisation nette. C'est un rapport très intéressant. C'est le rapport numéro 743 qui a été enregistré à la présidence du Sénat le 29 juin 2022. Alors, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, instrument financier, qu'est-ce que ça veut dire? Curieux qu'on parle de finance alors qu'il s'agit d'artificialisation. Bah, un exemple. Euh, la fiscalité des communes a beaucoup évolué ces dernières années. Progressivement, la possibilité de lever les impôts leur est retirée par l'État et est remplacée par des transferts d'argent de l'État, notamment la TVA. Les communes ont perdu la taxe professionnelle. Ils ont perdu en 2017 la taxe, d'habitation. Et donc, leur ressource fiscale propre, c'est la taxe foncière. Bah, la taxe foncière, donc, c'est payé par le propriétaire. Donc, il est intéressant pour une commune d'accueillir quelqu'un, puisque ce quelqu'un va, outre le fait qu'il va maintenir la population, etc., ce quelqu'un va payer une taxe foncière, qui est la ressource ouverte aux communes, la seule ressource qu'elles peuvent lever. Et d'ailleurs, on le constate aujourd'hui. Quand la taxe d'habitation a été supprimée, je crois que ça représentait 21 milliards d'euros. Euh, le gouvernement a expliqué, les communes ont dit on va perdre 21 milliards d'euros. Non, ça sera compensé. Il y aura une compensation de l'État qui versera l'équivalent. Mais ce n'est pas dynamique. Et ce qui devait arriver arriva, c'est que bah, les communes aujourd'hui ont tendance à charger la taxe professionnelle, la taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est une taxe qu'ils maîtrisent, qu'ils peuvent voter. Je crois qu'elle a augmenté cette année de 19% à Nice, par exemple, mais ce n'est pas la seule ville, parce qu'elles n'ont plus la possibilité de taper sur les occupants, propriétaires ou non propriétaires, locataires, par la taxe d'habitation. Il existe toujours d'ailleurs une taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et ceux-là aussi sont fortement prélevés. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires a considérablement augmenté, parce que le résident secondaire a un avantage, c'est qu'il ne vote pas en plus. Donc on peut lui taper dessus. Euh, alors, donc déjà, les communes, c'est pour ça que M. Blanc dit instrument financier, outil financier. Il dit, comment on fait pour financer cet objectif louable, hein, les élus disent jamais on est pour artificialiser. Il dit non, non, on est contre. Mais il faut qu'on vive. Et il y a différents éléments qui ont froissé les élus locaux et ils ont obtenu partiellement gain de cause. La loi climat et résilience qui fixe l'objectif de zéro artificialisation nette a été modifiée pour tenir compte de leurs remarques. C'est une loi du 20 juillet 2023, la loi numéro 2023-630, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. Alors, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, il y a un objectif de zéro artificialisation nette dans les 10 prochaines années, d'ici 2050, et dans les 10 prochaines années, il faut que les collectivités réduisent de moitié leur artificialisation par rapport aux 10 années précédentes. Euh, Cet objectif national va être décliné dans les régions. Donc, chaque région élabore, quand il y a renouvellement du conseil régional, élabore un SRADET, le SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Le SRADET, S-R-A-D-E-T. C'est cet objectif qui va donc fixer un objectif de réduction de l'artificialisation, en concertation avec les collectivités infrarégionales qui vont devoir l'appliquer. Première difficulté, c'est que, idéalement, cet objectif doit doit être décliné infrarégionalement dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, SCOT.
Premier problème, c'est que le SCOT n'est pas un document obligatoire. Je dis, c'est un document d'orientation qui a été créé par la loi SRU de 2000. Mais il n'est pas obligatoire. Quand la commune n'est pas couverte par un SCOT, elle a des contraintes d'urbanisme, hein, mais il n'est pas obligatoire. Donc, soit la commune est membre d'un syndicat mixte, d'une intercommunalité qui a adopté un SCOT, eh bien, c'est à l'échelle de ce SCOT que sera fixé un objectif de réduction de moitié de l'artificialisation dans les 10 prochaines années, et puis le zéro artificialisation plus tard. La région a un objectif à atteindre, puis elle le décline en dessous. Quand la commune n'est pas membre d'un SCOT, ben, c'est au niveau de l'intercommunalité que cet objectif pourra être fixé. Car cette fois, toute commune, depuis une loi de 2010, toute commune de France est nécessairement membre d'une intercommunalité. Communauté urbaine, métropole, communauté d'agglomération, communauté de communes. Parce que bien entendu, l'objectif de réduction ne peut pas être fixé à l'échelon de la commune, comme les préfets l'avaient laissé entendre au départ. Parce que imaginez, une commune a beaucoup construit dans les 10 dernières années. Dans les 10 prochaines années, elle doit réduire de moitié son artificialisation. Donc ça avantagerait une commune qui a beaucoup bétonné dans les 10 dernières années. La commune qui a bétonné 200 hectares pourra toujours bétonner 100 hectares. Celle qui a bétonné 50 hectares ne pourrait bétonner que 25. Ce serait injuste. Donc, l'objectif de réduction de l'artificialisation se fixe à l'échelle du SCOT ou de l'intercommunalité. Donc, il y a des discussions. Alors, première chose, ça c'est la première chose. Par ailleurs, avant d'examiner les règles, l'objectif de zéro artificialisation nette, M. Blanc, dans son rapport, donne un état de l'artificialisation. Et il indique que on a moins artificialisé les dernières années que précédemment. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a construit plus de logements collectifs que de logements individuels. Un logement collectif consomme moins de terre qu'un logement individuel. Autre élément important qu'il donne dans son étude, dans son rapport, que j'ai cité, dont je donne la référence, l'artificialisation, ces 10 dernières années, s'est réalisée majoritairement dans les petites communes. La moitié de l'artificialisation nouvelle des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2009 et 2020 a eu lieu dans des communes de moins de 2000 habitants, qui représentaient un quart de la population. À l'inverse, les communes de plus de 10 000 habitants qui concentraient la moitié de la population française n'ont réalisé que 16% de l'artificialisation nouvelle. Donc, vous voyez, ça va un peu à l'encontre, ça va un peu à l'encontre de ce que disent parfois les maires ruraux en disant, bah, nous, on n'est pas concernés, on a peu bâtonné, etc. L'artificialisation nouvelle a surtout eu lieu dans les communes rurales. Autre constat, l'artificialisation n'est pas simplement proportionnelle à l'augmentation de la population. Vous voyez, ce n'est pas parce que la population d'une commune augmente considérablement qu'on a beaucoup artificialisé. Monsieur Blanc dit 20% de l'artificialisation, un cinquième, a même lieu dans des communes dans lesquelles la population décroît. Il y a une baisse de population et pourtant on artificialise. Pourquoi? Ben, les appartements vétustes du centre-ville sont abandonnés par des gens qui veulent construire une maison individuelle avec du terrain autour pour faire un barbecue en périphérie. 73, sur la période 2006-2016, 73% des espaces consommés se situaient dans des communes en zone non tendue. C'est une notion que je reverrai. Une zone tendue qui est définie par un décret. Les communes visées sont listées dans un décret. Une zone tendue, c'est une zone dans laquelle il y a plus de demandes de logement qu'il n'y a d'offres. Donc, il y a une tension sur le marché du logement. Eh bien, 73% des espaces consommés se situaient dans des zones où il n'y a pas de crise du logement. Tout ça, voilà, vous voyez, voilà, est en faveur d'une législation qui vise à encadrer l'artificialisation, en disant vous artificialisez, vous les élus, alors que ce n'est pas nécessaire. Autre élément à retenir, selon le Commissariat général du développement durable, qui est un organisme qui réfléchit à ces questions, le nombre de logements vacants est passé de 1,9 à 2,7 millions sur la période 2006-2015.
Donc, il y a une augmentation du taux de vacances de 25% en France. 7,9% du parc immobilier est vacant. 8,5 même au 1er janvier 2019 contre 1,66% en Suisse. Donc, vous voyez, il y a du progrès à faire. Le nombre de logements vacants augmente environ de 80 000 logements par an. Alors, ah bah oui, alors s'il y a des logements vacants, pourquoi construire? Mais les logements vacants ne sont pas forcément là où on en a besoin. Hein, s'il y a un village le vide, il y a des logements vacants, mais c'est des logements qui sont pas, qui n'intéressent pas, qui ne. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire seulement, bah, il suffit de s'attaquer aux logements vacants pour résoudre le problème. Euh, la vacance risque aussi d'augmenter parce que la législation ces dernières années, en matière qui est issue en partie de la loi climat et résilience, vise à lutter contre les passoires énergétiques. Les logements sont classés en une étiquette énergétique qui va de A à G. Et progressivement, les logements les plus mal classés, G, puis F, puis E, doivent être retirés du marché. Ils seront donc vacants. Euh, Et d'ailleurs, je vous le disais, hein, à propos de ce que je disais il y a 2 minutes, plus de 50% des logements qui ont été déclarés vacants dans les 10 dernières années sont des logements situés dans des zones non tendues. Les gens partent, ne viennent plus dans ces régions, et donc les logements sont vacants. Alors, pour lutter contre la vacance des logements, la commune peut instaurer, si elle est dans une zone tendue, peut instaurer la taxe sur les logements vacants. Euh, Elle s'applique dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de 50 000 habitants au moins, où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, les zones tendues. Et donc, cette taxe est de 12,5% de la base imposable la première année et 25% la deuxième. Donc, vous comprenez, vous êtes propriétaire d'un logement, vous ne l'habitez pas, pas de ressources, et vous êtes taxé. Donc, c'est un produit déficitaire. Mais le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 juillet 1998, a posé certaines limites à la création de cette taxe sur les logements vacants. Euh, la taxe ne doit frapper que des logements habitables, vacants, et dont la vacance tient à la seule volonté du détenteur. Ça veut dire ça que un logement qui n'est pas habitable parce qu'il faut faire des travaux que le propriétaire ne peut pas faire, ne peut pas être taxé par cette taxe sur les logements vacants. Euh, alors, euh, les élus locaux, c'est d'ailleurs pour ça que M. Blanc rend son rapport, euh, la loi climat et résilience, l'objectif de zéro artificialisation nette, a heurté les élus locaux et les décrets d'application que j'ai cités tout à l'heure de 2022, il y a plusieurs éléments qui ont braqué. Tout d'abord, euh, je vous l'ai dit, les objectifs de réduction de l'artificialisation sont fixés dans le schéma régional, le SRADET, et les parlementaires, les sénateurs, pensaient avoir obtenu du gouvernement que le rapport entre les documents infrarégionaux, le SCOT, le PLU, soient des rapports de prise en compte par rapport au SRADET et non pas de compatibilité. J'ai vu dans la vidéo précédente que, en principe, le rapport entre deux normes de droit est un rapport de conformité. La norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure. Si la norme supérieure dit A, la norme inférieure ne peut pas dire B. En droit de l'urbanisme, le rapport entre les deux normes peut être plus souple. Compatibilité, simple compatibilité. Si la norme dit A, la norme inférieure peut éventuellement dire B, dès lors que les orientations fondamentales ne sont pas méconnues, et prise en compte, ce qui est un rapport encore plus souple que le rapport de compatibilité. Et donc les sénateurs disent, nous, on avait obtenu dans la discussion que le rapport entre le SCOT, par exemple, et le SRADET qui fixe l'objectif que doit atteindre la collectivité infrarégionale en matière de réduction était un rapport de simple prise en compte, donc plus faible que le rapport de compatibilité. Mais ce n'était pas dans la loi. Et le décret du Premier ministre, pris en 2022, dit, ah bah,
les documents infrarégionaux doivent être compatibles avec le SRADET. Donc, ils disent, on s'est fait avoir. Ils ont fait un recours, l'AMF, l'Association des maires de France, a introduit un recours contre le décret en disant, ben non, c'était une prise en compte et non pas une compatibilité qui aurait dû être prévue. Et le Conseil d'État a rejeté le recours en estimant que ce n'est pas l'intention du législateur qui compte, mais ce qu'a dit le législateur. Si le législateur parle de compatibilité, eh ben, ce n'est pas pris en compte. Euh, et s'il ne dit rien du tout, ben, ça laisse une marge d'appréciation au Premier ministre dans son décret. Autre inquiétude, les communes ont eu la peur de ne plus avoir de possibilité de construire. Et donc, sur ce point, la loi de 2023, donc la loi du 20 juillet 2023 leur a donné satisfaction. Dans les 10 prochaines années, toute commune pourra construire au moins, aura une possibilité de construire sur au moins 1 hectare. Cette possibilité pouvant être mutualisée. Au sein de l'intercommunalité, il y a 15 communes. Il y a 7 communes qui n'ont pas besoin de 7 hectares de construction parce qu'on ne construit pas chez eux. Ben, ces 7 hectares pourront être reportés sur l'intercommunalité. Bon, cet assouplissement qui figure dans la loi de 2023 a été critiqué parce qu'il y a 36 000 communes en France, donc c'est potentiellement 36 000 hectares artificialisés dans les 10 prochaines années. Avec au détriment, parce que l'objectif restera le même, hein, l'objectif de réduction nationalement, bah, de réduction des possibilités dans des communes urbaines où il y a des besoins. Alors, et puis la loi de 2023 donc, crée un droit de préemption au profit de la commune, de l'intercommunalité, de sursis à statuer, qui sont des décisions qui peuvent aider, je verrai ça plus loin, la commune à mener à atteindre cet objectif de réduction de l'artificialisation en préemptant des terrains qu'elle pourrait renaturer ou en opposant le sursis à statuer sur des projets qui pourraient aller à l'encontre de l'objectif de réduction de l'artificialisation qui lui est imposé. Dans la prochaine vidéo, je verrai les objectifs d'intérêt général. J'ai vu dans cette première section que dans le Code de l'urbanisme, il y a des objectifs généraux de la politique d'urbanisme. J'ai terminé par le plus récent et le plus important aujourd'hui, l'objectif de zéro artificialisation nette. Et puis dans la section 2, ensuite, je verrai les objectifs d'intérêt général, c'est-à-dire la possibilité pour l'État de faire passer des projets qu'il considère comme étant essentiels.